nous allons avoir un temps pour découvrir quelques projets soutenus par la Fondation. Alors nous allons voyager et goûter à l'engagement extraordinaire de nos partenaires terrains. Nous allons commencer par Monseigneur Kyrillos, qui est évêque copte catholique d'Asyut. Monseigneur, à vous la parole. Merci de m'avoir invité à cette journée magnifique qui me fait connaître davantage la Fondation. Une étude menée par l'Organisation centrale des statistiques en Égypte, qui a examiné les revenus et les dépenses de l'année 2018, montre que la province la plus pauvre en Égypte, c'est celle d'Asyut, dont le taux de pauvreté s'élève à 67%, suivi de celle de Sohag au taux de 57%, ensuite bien Matrouh, Minya, etc. C'est pourquoi, partant d'une conviction que ma mission ne se limite pas aux activités de la pastorale, mais aussi que nous devons nous occuper également de la dimension humaine, je n'avais pas osé de cueillir la première occasion qui me fut offerte à peine élu comme pasteur de l'éparchie d'Asyut, et avant même mon ordination, pour fonder un bureau pour le développement. L'initiative fut lancée par le CRS, le Catholic Relief Service, au mois de mai 1990, pour toutes les éparchies de l'Église copte catholique. Le Bureau éparchial de développement est l'institution qui représente l'Église catholique à Asyut dans le domaine de la promotion humaine. Fondé en septembre 1990, 3 mois après mon consécration épiscopale, il est présent dans 36 villages de la province d'Asyut, à travers 6 programmes dont chacun comprend divers projets. Le programme éducatif, programme sanitaire, programme culturel, programme économique, programme d'intégration des handicapés mentaux et enfin le programme d'agriculture. Notre bureau diocésain pour le développement dispose de 410 collaborateurs, dont 39 salariés à plein temps et 371 à mi-temps. La majorité sont les femmes, qui arrivent à 94% des collaborateurs. La province d'Asyut est située au milieu de la Haute-Égypte, à 400 km au sud de la capitale. Les provinces voisines sont Minya au nord, Sohag au sud, la Nouvelle-Vallée à l'ouest et le désert oriental à l'est. Elle couvre une superficie de 25 926 km², à 5 millions d'habitants. Le climat d'Asyut est très chaud en été et froid en hiver. La conscience politique auprès des citoyens d'Asyut est moyenne, surtout chez les villageois, qui ne prêtent pas beaucoup d'attention à ceux qui les représentent au Parlement ni aux conseils régionaux. Il y a beaucoup de partis politiques dans la province, mais leur rôle se limite à offrir quelques services pour faire face aux besoins des gens et les aider à porter le poids de la vie quotidienne
en assurant par exemple les fournitures scolaires à un bon prix, mais les partis ne jouent pas leur rôle à former la conscience des citoyens. Pas de séminaire de conscientisation pour présenter les programmes et solliciter les gens à y participer. Manque la confiance parmi les partis et plusieurs catégories de la société, surtout les jeunes. La présence de femmes dans ces partis est médiocre. Cependant, il y a dans notre province un bon nombre de personnages féminins qui jouent un rôle relevant dans la vie politique, mais pas public, mais pas sur le plan politique. En ce qui concerne le contexte économique, je viens d'énoncer les données de l'Organisation centrale de statistiques qui mettent notre province à la tête de la liste des provinces les plus pauvres en Égypte. Ceci malgré que la province d'Asiout soit considérée parmi les provinces industrielles et commerciales possédant 5 zones industrielles, mais peu importantes. Les enjeux pour aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux qui préoccupent notre bureau diocésain pour le développement. Ils dérivent principalement du souci de l'Église et de la doctrine sociale de l'Église. Aujourd'hui, l'enseignement et sa qualité, la convivence et le respect mutuel, la santé, la pauvreté, l'égalité entre hommes et femmes, l'intégration des handicapés dans la société. Pour demain, de voir des enjeux qui préoccupent le genre humain et de s'en occuper, par exemple l'égalité environnementale, le développement durable, le problème de l'eau et sa conservation. Les actions et les résultats. Notre bureau diocésain de développement s'occupe de plusieurs programmes pédagogiques, sanitaires, programmes pour les handicapés et économiques. Nous notons des résultats copieux et promettants. En général, nous percevons que nos programmes ont abouti à une amélioration dans la vie des familles et des individus, en fournissant des opportunités de travail, en assurant des services sanitaires pour les familles pauvres en vue de faire face aux maladies, en améliorant les services pédagogiques et en protégeant plusieurs garçons et filles du décrochage scolaire, en aidant à résister à diverses formes de violence et de fanatisme qui pourraient créer des tensions confessionnelles au-dedans de la société, en améliorant la vie des enfants handicapés et de leurs familles, surtout lorsque leurs capacités furent élevées, qu'ils ont obtenu des pensions et sont intégrés dans les écoles, etc., en contribuant à préserver plusieurs familles des désaccords familiaux lorsque chacun aurait compris ses devoirs envers l'autre et compris aussi ses droits, en contribuant à lancer et à faire arriver un message très fort dans la société que l'Église opère en faveur de tous, sans aucune distinction ni discrimination. En quoi la Fondation nous aide et depuis quand? Depuis 2018, la Fondation nous aide dans un projet qui envisage de générer un revenu pour les jeunes. Elle a contribué à assurer 61 opportunités de travail pour des jeunes qui vivent dans des pauvres sociétés. Et à côté de l'opportunité de travail, il faudrait ajouter la stabilité familiale, car plusieurs jeunes parmi les bénéficiaires du projet devraient quitter leur famille et partir très loin pour chercher du travail.
le fait d'assurer les besoins de la famille, nourriture, frais scolaires, etc., ce qui a fait arriver aux familles un message que le Seigneur s'occupe d'eux à travers ces projets. L'assurance d'un revenu pour la famille a réduit les tensions psychologiques et les soucis qui furent les causes principales des conflits familiaux. S'engager dans un projet économique a aidé les jeunes à l'investissement du temps libre qui était la cause de beaucoup de problèmes. Pourquoi la Fondation est-elle engagée dans notre action? La Fondation est engagée dans notre action parce que nous envisageons les vraies nécessités des catégories les moins favorisées dans les villages les plus pauvres, car nous ciblons les jeunes qui sont un large segment de notre société et qui sont capables de construire l'avenir de la société et de l'Église. Enfin, j'arrive à la conclusion en énonçant la particularité de ce partenariat. Beaucoup de facteurs distinguent notre partenariat avec la Fondation Follero et qui sont les signes d'un véritable partenariat. L'aspect participatif dans la planification et le dialogue autour du travail. La flexibilité. Nous avons expérimenté un haut sens de flexibilité à accepter certaines modifications durant la réalisation du projet. L'engagement de chaque partie envers l'autre. Et enfin, notre expérience de collaboration avec la Fondation nous enseigne, nous édifie et nous fait croître. C'est pourquoi un grand merci à la Fondation pour tout ce qu'elle fait pour nous et un grand merci pour vous, pour votre attention. Merci, Monseigneur. Nous allons continuer le voyage Follero. On ne va pas faire autant de fois de tour de la Terre. Nous accueillons le docteur Yves Barogui, qui est responsable du centre de santé de Lalo au Bénin. Bonjour à tous. J'ai le plaisir de prendre la parole devant vous pour parler d'un des projets appuyés par la Fondation Raoul Follero depuis plusieurs années au Bénin. La Fondation nous appuie dans la lutte contre l'ulcère de Buruli. Quand on parle de l'ulcère de Buruli, et pour mieux comprendre le sujet, il me plaît de rappeler ce que c'est que l'ulcère de Buruli. Comme vous pouvez voir sur ces images, l'ulcère de Buruli est l'une des 20 maladies tropicales négligées reconnues par l'Organisation mondiale de la santé. C'est une maladie endémique, focalisée, causée par Mycobacterium ulcerans, un microbe de la même famille que celui de la lèpre et de la tuberculose. Elle sévit au sein des populations les plus pauvres et les plus vulnérables, et majoritairement les enfants de moins de 15 ans. Elle a une manifestation polymorphe. Elle peut commencer par un nodule, une plaque, un œdème ou l'ulcère que nous montrons sur ces images. Parfois, l'os peut être atteint. En l'absence de traitement adéquat, cette maladie évolue vers des séquelles invalidantes avec des conséquences socio-économiques énormes telles que la discrimination, la stigmatisation, l'exclusion et l'accroissement de la pauvreté et de la misère. Aujourd'hui, le mode de transmission est peu connu et pas de vaccin pour prévenir cette maladie. La prévention passe par le dépistage et la prise en charge précoce. Selon l'OMS, cette maladie est endémique dans plus de 30 pays dans le monde. Malheureusement, mon pays, un petit pays de l'Afrique de l'Ouest, fait partie des pays endémiques. Il est important de rappeler que l'historique conférence de Yamoussoukro a donné un tournant déterminant à la lutte contre l'ulcère de Buruli en 1998. Ainsi, selon cette déclaration, il fallait avoir un programme pour cette maladie. Le programme
de lutte contre l'ulcère de Buruli du Bénin est appuyée par la Fondation depuis de longues années. Et cette déclaration de Yamoussoukro veut que nous ayons un centre par département endémique. Ainsi, au Bénin, nous en avons 4. Le centre de Zayando dont a parlé le père Christian ce matin, le centre de Pobet dont vous avez vu la vidéo tout à l'heure, il y a le centre d'Alada et le 4e, c'est le centre de Lalo, dont je vais vous parler exactement. Et sur cette carte, vous pouvez voir, ça c'est une carte réalisée par Dr Johnson en 2004 qui montre plus la couleur foncée, plus la zone est endémique, et ça se passe souvent autour des cours d'eau. Lalo est situé au sud-ouest du Bénin avec une population de 131 000 habitants. Les femmes sont majoritaires et l'indice de pauvreté humaine est largement supérieur à 60%. Nous avons 11 centres de santé et un centre de dépistage de prise en charge de l'ulcère de Buruli et un seul médecin. Quels sont les enjeux aujourd'hui et pour demain? Pour nous, l'enjeu, c'est une meilleure organisation de la lutte intégrée, le meilleur contrôle des maladies tropicales négligées, et si possible, un monde sans maladies tropicales négligées, un monde sans discrimination et sans exclusion. Bon, quelles sont nos actions? Nos actions ont 3 piliers. Nous avons la prévention qui comporte 3 volets, le dépistage intégré. Et ce sont des tournées de consultation foraines dans les villages. Ces consultations ciblent les porteurs de maladies de peau. Donc, pour éviter la discrimination, nous n'allons pas dans les villages pour dire nous recherchons les malades du cerf de Buruli ou nous recherchons des malades de lèpre, mais on recherche plutôt les maladies de peau. Et là-dedans, nous essayons de sélectionner ceux qui sont ulcères de Buruli et ceux qui sont les maladies tropicales négligées. Évidemment, nous ne laissons pas les autres maladies. Nous faisons aussi les sensibilisations intégrées et la prévention des invalidités. Alors, pour mener ces activités, nous mettons en place une équipe de dépistage à base communautaire composée de relais communautaires, c'est les volontaires villageois, des agents de santé et des enseignants. Les relais communautaires sont chargés de dépister les maladies dans leur communauté. Les enseignants sont chargés de le faire dans les écoles et tout cela se passe sous la supervision des agents de santé. Ça, ce sont des images de dépistage au niveau communautaire, dans les écoles, etc. Alors, en dehors du dépistage, une fois qu'un malade est dépisté, il faut qu'il soit pris en charge au niveau de l'hôpital. Alors, notre centre de santé, la Fondation nous appuie au niveau des activités de soins, notamment les activités de consultation, les activités d'hospitalisation et les activités de chirurgie. Vous pouvez voir ce bloc opératoire que vous voyez, la Fondation Raoul Foloro nous aide dans le fonctionnement, le dépistage et la prise en charge correcte de ces malades. Et là-dedans, nous avons les soins de qualité, de telle enseigne que, oui, les gens sont pauvres, ils sont malades, mais les soins dont ils bénéficient grâce à l'appui de la Fondation Raoul Foloro sont des soins qui respectent la dignité humaine, etc. De l'autre côté, voilà nos centres un peu verdoyants. Et là, c'est les salles de pansement où nous faisons les pansements malades. Et nous avons mis des paravents pour que chaque malade ait son intimité pour le respect de la dignité humaine et le bloc opératoire. Quels sont les principaux résultats que nous avons obtenus? Grâce au soutien de la Fondation Raoul Foloro, qui nous aide dans la prise en charge, sur le plan quantitatif, nous avons dépisté, depuis 2004 jusqu'à nos jours, plus de 2000 patients d'ulcère de Buruli correctement pris en charge. Et aussi, en plus des malades d'ulcère de Buruli, nous avons d'autres patients qui ont des maladies de peau qui ont été prises en charge. Mais les résultats ne sont pas seulement quantitatifs. Sur le plan quantitatif, vous pouvez voir sur ces graphiques. Alors, en 2004, quand la Fondation a commencé par travailler avec nous, plus de la moitié des malades étaient des cas graves parce que le dépistage était encore tardif. Mais avec l'appui de la Fondation, aujourd'hui, nous sommes à moins de 30% des malades qui ont des lésions précoces. Ça, c'est des images de lésions précoces que je montre pour respecter un peu la sensibilité de l'auditoire. Nous avons volontairement gardé de ne pas présenter des images graves. Sinon, souvent, au début, vous avez des très grandes lésions. Et plus la lésion est grave, plus le risque de séquelles est élevé. Donc aujourd'hui, grâce à l'action de la Fondation, nous avons des lésions de plus en plus petites. En outre,
Si vous pouvez montrer la diapo suivante. Voilà. De 2004 jusqu'à maintenant, sur le graphe bleu, vous allez voir comment ça a évolué dans le temps. Le bleu, c'est le cas d'ulcère de Burgui que nous prenons en charge. Donc, depuis 2004, autour de 2008, nous étions allés à plus de 300 cas par an. Mais aujourd'hui, nous sommes à 22. Donc, grâce à l'appui de la Fondation, on peut dire que la maladie est sous contrôle aujourd'hui. Mais le graphe bleu, le vert maintenant montre les cas qui sont non UB, c'est les autres maladies de peau. Parce que quand nous allons sur le terrain pour dépister les cas, non seulement nous prenons en charge les cas d'ulcère de Burgui, mais il faut aussi prendre les autres maladies qui ont des lésions de peau, parmi lesquelles vous avez les autres MTN tels que la scabiose, c'est-à-dire la gale, les filarioses lymphatiques et les trucs fongiques. Comme vous le savez tous, l'ignorance est peut-être le vecteur de l'exclusion le plus important. C'est pourquoi nos résultats se tendent aussi au volet socio-éducatif. Pendant que les malades sont hospitalisés, bon, ça c'est les images de... Voilà. Pendant que les malades sont hospitalisés, grâce à l'appui de la Fondation, pour éviter leur déscolarisation, parce que la prise en charge de l'ulcère de Burgui, ça fait assez long, en moyenne 3 mois, la Fondation nous aide à éduquer ces enfants pendant qu'ils sont hospitalisés. Donc après les pansements, dans l'après-midi, il y a un enseignant qui essaie de leur donner le B.A.B.A. pour qu'ils puissent préparer leur avenir, pour éviter leur déscolarisation à long terme. Alors, comme je le disais tantôt, la Fondation nous aide depuis 2004, ça fait environ 15 ans, et nous appuie fondamentalement dans le dépistage et la prise en charge précoce des maladies, notamment l'entretien des locaux, la logistique, le matériel roulant pour les activités communautaires. Les malades étant dans les communautés les plus isolées, nous avons besoin de matériel roulant pour aller à leur recherche, pour les dépister et assurer leur prise en charge. Les activités de sensibilisation communautaire dont je vais vous parler, la Fondation nous appuie à les faire, les dépistages communautaires, la dotation en consommables et médicaments spécifiques et non spécifiques, et le matériel médico-technique, et aussi l'alimentation des malades. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous avons aussi le volet recherche. La Fondation nous appuie notamment dans les recherches opérationnelles. Ainsi, les résultats que je viens de vous présenter ne sont pas gardés dans mon village de Lalo là-bas. Ces résultats sont publiés dans des journaux scientifiques et sont accessibles à partir des plateformes que vous connaissez. Mais pourquoi la Fondation s'est engagée à nos côtés? Nous pensons que la Fondation est engagée à nos côtés parce que notre action s'inscrit dans la vision de la Fondation Raoul Foloré, qui est soigner, éduquer et insérer. Les malades souffrant de l'ulcère de Burgui et des maladies tropicales négligées font partie des plus vulnérables. Ils ont besoin d'être soignés, d'être éduqués et d'être insérés. La Fondation s'est donc engagée à nos côtés pour soulager la souffrance de ces patients et nous aider à faire ce combat contre les maladies tropicales négligées avec toutes ses conséquences. Mais la Fondation, le partenariat avec la Fondation Raoul Foloré a une particularité. Premièrement, c'est un engagement à long terme. Secondo, c'est un partenariat qui respecte la dignité humaine et l'éthique. De façon plus concrète, quand nous allons sur le terrain pour dépister les malades, nous ne sélectionnons pas juste ceux qui sont les ulcères de Burgui, chassons les autres, mais ça va au-delà seulement des malades d'ulcères de Burgui que nous avons. Le partenariat avec la Fondation Raoul Foloré lutte surtout contre l'exclusion sous toutes ses formes. C'est un partenariat qui contribue, à notre humble avis, à la promotion d'un monde juste et plus humain. Chers amis, en 1920, Raoul Foloré écrivait dans son livre que vous connaissez, tout le livre d'amour, « Vivre, c'est aider à vivre. Il faut créer d'autres bonheurs pour être heureux. » Près d'un siècle après, cette citation est d'actualité. C'est pourquoi je m'en voudrais de ne pas vous remercier tous. La Fondation Raoul Foloré, les donateurs et les bénévoles, parce que vous avez aidé des milliers à vivre, parce que vous avez créé des milliers de bonheurs. Et les malades vous espèrent toujours. Je vous remercie pour votre aimable attention. Docteur Barogui, merci. Je sais que vous allez repartir à Washington demain,
C'est ça, pour un congrès organisé par l'OMS. Vous voyez que la compétence du docteur est connue à l'international. Merci à vous. Nous continuons notre voyage. Et là, on va un petit peu moins loin avec Émeric Wenel. On va dans les quartiers nord de Marseille. Émeric, à toi la parole. Allô, allô, ça marche? Voilà. Merci. On va un petit peu moins loin, on va beaucoup plus loin, on va voir. Marseille, c'est très loin. Déjà, moi, je vais commencer par remercier les organisateurs de la journée, parce que je passe une très belle journée. Je voudrais remercier chacun d'entre vous qui participait à faire vivre ce dont nous allons parler maintenant. Et remercier aussi pour tout ce qui se fait au travers le monde. Voilà, je suis rempli de gratitude pour cette journée. Donc moi, j'ai la chance d'être éducateur de rue et de faire partie d'une aventure qui est celle de faire vivre des patronages. Alors, peut-être que patronage, ça n'a pas toujours bonne presse dans les esprits de chacun. Moi, je sais qu'au début, je voulais pas trop ce nom-là parce que on l'associe à des... c'est un truc pour faire jouer les enfants. À Marseille, les patronages, c'est plutôt... Il y a deux grandes familles de patronages qui sont plutôt pour des enfants aisés. À Paris aussi, il y a le Bon Conseil, c'est un beau patronage. On ne sait pas très bien ce que c'est qu'un patronage. Voilà. Et on ne pense pas forcément toujours beaucoup de bien du patronage. Quoique ça commence un petit peu à revenir. On pense aussi, vous savez, avec Don Bosco, patronage, ah ouais, c'est pas un truc pour qu'il y ait des vocations. Voilà. En fait, un patronage, c'est beaucoup plus grave que ça. Je redécouvre chaque jour l'importance du patronage. Un patronage, c'est un chemin d'éducation. C'est un lieu où un jeune va pouvoir découvrir l'importance de la vie. Un lieu où un jeune va pouvoir découvrir qu'il est capable d'être acteur de sa vie. Être acteur de sa vie, c'est découvrir que chaque événement est possible, est important, et c'est possible que je le prenne en main pour plus de justice, plus d'amour dans le cœur de l'autre, pour construire un monde de paix. Parfois, c'est des grandes idées, ces choses-là, et les enfants sont souvent démunis au vu du quotidien qu'ils ont ou dans les contextes dans lesquels ils vivent, devant ces grandes idées qui paraissent très loin, qu'on a reléguées au niveau des politiques qui souvent nous déçoivent. Et on va découvrir dans la vie d'un patronage qu'en fait, c'est là maintenant que ça peut se jouer. Et encore plus que ça, un patronage, ça va être comme une lumière dans la nuit. Les contextes de vie dans lesquels sont nés les patronages à Marseille sont des contextes de vie durs. On est né dans les quartiers nord de Marseille. Pareil, généralement, quand on dit quartier nord de Marseille, on pense rarement transat et petite bière au soleil. Quand l'autre partenariat qu'on est en train d'aider à créer, il est dans un quartier qui s'appelle la Belle de Mai, dans le 3e arrondissement de Marseille, considéré comme le quartier le plus pauvre de France. Des quartiers où on est plutôt humilié, on est plutôt relégué. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps une personne qui avait habité ce quartier quand elle était jeune, une personne de 80 ans, me dit « Ah, quartier de gangsters et de pistolets !» Et ça fait 80 ans que le quartier est considéré comme un lieu où il ne fait pas bon vivre. On a habité les quartiers de Marseille avec ma famille pour comprendre ce quartier-là. Moi, je me souviens d'une fois où une dame au 13e étage... Alors déjà, le contexte, c'est une longue barre de 300 mètres de long, 13 étages de haut. À l'époque, les ascenseurs ne marchent pas. Quand il marche, on le bloque à son étage pour être sûr de la voir quand on veut sortir de chez soi. Il y a une petite anecdote marrante à ce sujet-là. Il y avait un monsieur qui habitait au 3e étage dans notre cage d'escalier et qui, la nuit, allait jouer dans des bars clandestins qui étaient sous les bars, sous l'immeuble. Et du coup, comme souvent les jeux d'argent se terminent mal, il fallait qu'il puisse partir en courant. Donc il bloquait la porte de l'ascenseur au rez-de-chaussée. Ce qui fait que c'est assez agaçant quand il faut descendre avec les enfants, les bagages, où il y avait 2 personnes avec les enfants avec handicap. Et du coup, il y a un de nos voisins qui avait écrit sur la porte de l'ascenseur « S'il vous plaît, ne bloquez pas l'ascenseur ». Ce qui était une bonne idée. Je suis allé voir le monsieur parce qu'il avait écrit « Là, plus loin, ascenseur ». Je dis alors, c'est pas une ascenseur, c'est un ascenseur. Il me dit « Ah, ok, je vais corriger ». Donc il a corrigé, il a effacé, il a mis « S'il vous plaît, ne bloquez pas la porte ». L'apostrophe à porte. Donc vous voyez, l'ascenseur c'est un peu compliqué, et ça c'est quand il marchait. Souvent ça ne marchait pas. Et je me souviens une fois une dame qui habitait au 12e étage, on était au 10e, elle avait acheté un canapé, elle était toute heureuse de son canapé,
Les gars lui montrent son canapé, puis ils s'arrêtent au 5e, ils disent en fait c'est trop lourd, c'est trop compliqué. Maintenant, si tu veux en haut ton canapé, c'est 50 €. Et la dame est toute démunie, elle dit mais j'ai pas 50 €, j'ai payé pour que vous le montiez. Elle dit ah, nous on s'en va si tu payes pas 50 €. Alors elle a eu la présence d'esprit à ce moment-là de monter au 10e où j'étais là. Elle tapait, elle dit j'ai un problème avec les mecs qui veulent pas livrer. Je suis descendu, j'ai dit il y a un problème messieurs. Non c'est bon. Ah, puis l'ascenseur, le canapé il est monté très vite, là, très vite. Et puis je suis arrivé devant la porte, ça passait pas. Je dis je m'en fous, vous démerdez, mais ça passe. J'étais un peu énervé hein, quand même. Voilà, donc c'est plutôt humiliant. Je suis une de nos voisines libanaises qui était professeure de philosophie dans son pays, qui habitait ces quartiers-là. Et elle, en France, elle n'avait pas trouvé, elle n'était pas reconnue comme professeure de philo. Et le seul métier qu'elle avait pu trouver, c'était, vous savez, l'assistant du bus pour enfants avec handicap qui fait le ramassage scolaire. Il faut descendre, ouvrir la porte, aider l'enfant à monter, refermer la porte. C'est tout ce qu'elle avait pu trouver comme métier. Dans des quartiers, on est plutôt écrasés. Le quartier de la Belle de Mai, on a aussi habité. Pour comprendre le quartier, c'est un quartier, je vous dis, un des plus pauvres de France. Je pense que toutes les déclinaisons de la pauvreté dans les choses les plus difficiles, on les a. En termes de violence, en termes de drogue, en termes de gens dans la rue. Je me souviens le matin, partir à 7h du matin, remonter le boulevard à côté de chez moi, trouver 1, 2, 3, 4 gars qui avaient dormi dans la rue. Un couple avec un enfant. Pendant une dizaine de jours, je me souviens, au début, on devait enjamber un monsieur qui dormait sur le perron, sur le perron, sur les marches devant chez nous, avec impossibilité de l'inviter à dormir à la maison. Ce monsieur buvait et il avait tout le temps la main dans son froc. Je ne sais pas ce qu'il faisait quand il voyait des filles. Donc on ne peut pas l'inviter chez nous, on ne peut rien faire. Donc un quartier qui est marqué par l'intégrisme, dans le sens négatif du terme, dans le sens violent du terme. C'est des gens avec qui on ne peut plus discuter parce qu'on est dans une idéologie qui est schismatique, qui coupe de l'autre. Et on en a déjà parlé dans la journée, les conséquences de l'idéologie qui ne regarde plus. On a été, pendant la première année où on a commencé à faire naître ce patronage dont on va parler, on a été surveillés par l'imam du quartier. Et puis à chaque fois que des gens sortaient, il leur disait « Il ne faut pas rester là, il faut être musulman ». Vous voyez, des contextes qui sont durs. Là-dedans, on croise tous ces petits gamins. Le petit bonhomme qui habite dans un de ces appartements du quartier, dont le papa est handicapé, la grande sœur est handicapée, la maman ne parle pas français. Petit bonhomme qui part tous les matins tout seul à l'école, il a 10 ans. Je pense à un autre qui vit avec sa maman, et sa maman lui dit « C'est ton papa qui dort ce soir ». C'est quand même bizarre, parce que papa il change tous les 2 jours, quoi. Donc on est dans la prostitution. Et des histoires comme ça, on peut en sortir beaucoup, quoi. Quel est le rôle d'un patronage? Il faut remettre une lumière dans la nuit. Il faut remettre un lieu où l'enfant va découvrir que la vie, elle n'est pas faite pour nous faire mal, elle est faite pour qu'on la prenne en main. Elle est faite pour qu'on s'appuie sur tout ce que tu as en toi dans le cœur et que tu puisses le déployer parce qu'on est fait pour être heureux, quoi. Un patronage, c'est une présence, c'est une promesse et c'est une joie. C'est d'abord une présence. Vous voyez bien qu'au milieu de tout ça, il faut que la lumière, elle tienne. Il faut que la bougie, elle ne s'éteigne pas. Il faut qu'on soit là tout le temps. Il faut que le gamin il puisse venir à n'importe quelle heure. Alors du coup, ça fait des situations un peu amusantes. On a commencé le mercredi après-midi un parti du patronage que pour les enfants chrétiens du quartier. Parce qu'on est un peu écrasé quand même quand on est chrétien dans ces quartiers-là. On est un peu seul. Donc c'est que pour les chrétiens. On commence vers 14h30, on termine à 19h. Les jeunes qui s'en occupent, ils sont bien rincés à la fin quand même, hein, ils sont bien fatigués. Et maintenant, les gamins, ils arrivent à 13h30 ou 14h30. Je vois les éducateurs qui arrivent, ils disent « non, ils sont déjà là !» Ben oui, ils en ont envie, quoi. Ils ont besoin de cette lumière. Et on ne va pas les laisser dehors dans la rue. Il faut ouvrir la porte. Il faut que la présence, elle dure. Une présence, elle va visiter les gens chez eux. On a commencé comme ça. On a dit aux jeunes qui venaient passer 1 an avec nous, « ben voilà, vous allez commencer par les visiter. » On visitait qui? Je ne sais pas. Ben va dans l'immeuble en face. Ah bon? Oui, tu tapes à la porte, puis tu dis bonjour. C'est des gens en fait qui vont t'ouvrir. Alors le jeune il part, on n'est pas très fiers quand même. On tape aux portes et puis on a une porte fermée, 2 portes fermées, 3 portes fermées. Ça c'est le bon Dieu qui prépare le cœur, vous voyez. Puis la 4e porte fermée, on en a marre donc on tape plus fort. Puis la 5e on dit oh vous ouvrez. Puis là le monsieur l'ouvre. Oh bonjour. Je sais pas ce que j'ai à vous dire. C'est comme ça qu'on a des gens qui, je me souviens, il y avait une dame qui a ouvert comme ça, qui a ouvert et puis qui a dit ah je vous attendais. On vous connaît pas. Rentrez. Puis elle a parlé pendant 1h30. Puis à la fin, elle a dit bon voilà, j'ai besoin de parler, c'est bien, vous êtes là pour ça. Hein. Puis elle a ouvert la porte, elle dit vous pouvez sortir. Je m'en vais. C'est ça une présence qui redonne le sens de la fraternité. C'est parce que moi qui suis chrétien, moi qui suis envoyé par la paroisse, je suis ton frère, toi qui es différent.
peu importe qui tu es, c'est pas ça la question. Mais je me propose comme ton frère, et c'est là qu'on fait que tout va se détendre. Comment il naît là, l'intégrisme? Il naît de ça. C'est hyper simple. Au départ, je suis là avec mes idées, l'autre est différent. Bon, ok. Puis après, comme je suis un peu perdu, que ça fait mal dans tous les cas, vous voyez bien ce contexte de lieu noir, eh ben, je me mets plutôt avec les gens qui pensent comme moi. Et puis du coup, on se met à se moquer de ceux qui ne pensent pas comme moi. C'est comme ça que les filles qui n'ont pas de voile, on les appelle les putes. Les chrétiens qui mangent du cochon, on les appelle les cochons ou les porcs. C'est comme ça que ça commence. Ou le musulman qui ne fait pas bien sa prière parce qu'il ne la fait pas à chaque fois, on l'appelle le mécréant, je ne sais pas quoi. Enfin, hop, vous voyez, puis on commence à prendre une distance qui devient insultante. Ça, c'est là. Vous voyez, c'est un engagement. Je simplifie vachement, mais c'est quand même ce qu'on voit. Et puis après, on continue, on se méprise, puis après, on découvre qu'en fait, il peut être dangereux, parce que forcément, à force de se faire cracher dessus, l'autre commence à répondre. Puis s'il devient dangereux, alors il faut que je me protège, donc je vais m'allumer encore plus. Puis il faut que je me protège, et finalement, il faut que je l'attaque. Le quartier dans lequel on est arrivé à la Belle de Mai, quand on est arrivé, dans la semaine qui suivait, il y a 2 gars qui se faisaient arrêter, un au bout de la rue, un au bout de la rue, dans les 2 bouts là. C'était 2 copains, ils étaient en train de préparer un bon attentat, bien comme il faut, pour la gare Saint-Charles, qui était à 5 minutes à pied. Tout était prêt pour tout faire péter, quoi. Voilà, ils s'étaient éloignés petit à petit. Donc le patronage, c'est le lieu où on va recréer la fraternité, qui est là. On est tout au début du process, et là on dit attends, la différence, mais c'est intéressant. C'est fait pour qu'on s'enrichisse. C'est à ça qu'elle sert la présence. Je me souviens, il y a un jeune qui est avec nous là depuis quelques années. Un jour, je lui ai demandé, il n'y a pas longtemps, là, je lui ai demandé, mais quel est l'événement qui fait que tu as décidé de rester? Alors, il m'a dit, je me suis retrouvé dans une voiture avec un papa et son fils, et puis ils se sont parlé de telle manière, j'avais jamais pensé qu'il était possible d'être aussi violent entre un père et un fils. Aussi méprisant pour le père, aussi dédaigneux pour le fils. J'avais jamais pensé ça pouvait être aussi violent et aussi destructeur. J'étais là, je ne servais à rien, mais il fallait que je sois là. Il fallait que je prie au milieu, il fallait que je sois là. C'est ça, un patronage. C'est d'abord une présence qui va redonner, qui va poser une porte de sortie dans la salle toute noire. Qui va dire, attends, on peut faire quelque chose, parce que tu en vaux la peine. Une fois, j'habitais encore dans cette grande tour-là, cette grande barre, et il fallait transporter un frigidaire. Jusque-là, tout va bien. À Marseille, parfois, il y a le Mistral qui souffle. Quand le Mistral il souffle, on y perd tous les cheveux, tellement il souffle fort. Et j'avais décidé, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas très intelligent, je fais beaucoup de choses bêtes, mais là, c'était quand même une bonne performance de transporter mon frigidaire un jour de Mistral. Vous voyez bien que je me suis retrouvé dans le frigidaire contre le mur, quoi. Et là, il y a un jeune qui passe, il dit, je peux t'aider? Je dis, je veux bien que tu m'aides, parce que là, je suis pas bien pareil. Donc on a pris le frigidaire ensemble, on s'en a lutté contre le Mistral, et là, en plein milieu de la lutte, avec la porte qui s'ouvrait, le machin, il me dit, mais pourquoi t'es là, en fait? Pour toi. Il a failli lâcher le frigidaire. J'ai dit, non, mais aide-moi jusqu'au bout. Pour toi, juste parce que t'en vaux la peine. C'est juste toi qui m'intéresse. C'est ça le sens d'un patronage. Tout un patronage, toute une structure, toute l'aide que vous apportez, tout le travail que vous faites depuis si loin dans toutes les villes de France pour récolter de l'argent qui va arriver ici, qui va arriver jusqu'à nous, qui va faire que nous, on donne du temps, il est pour un enfant. Celui qui vient de passer la porte, celui qui vient d'apporter le frigidaire, celui qui joue au foot. Juste lui, qui cherche qu'il est aimé. C'est juste ça, un patronage. Une présence, gratuite, et comme a dit mon collègue dont je vous parlais tout à l'heure, inutile. On ne sait pas pourquoi on est là, on sait qu'il faut être là. On sait qu'il faut que cet enfant, il découvre qu'il y a une lumière dans la nuit. Une promesse. Et bien après, il va falloir, une fois qu'il sait qu'il est important, il va falloir qu'on lui dise pourquoi il est important. Pourquoi en 2 mots? Voir où tu vas, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux devenir, comment tu veux changer le monde, comment l'événement que tu vis, c'est un lieu où tu vas répandre plus de justice, plus de paix, plus de joie. Donc il faut qu'il apprenne, il faut qu'il développe des choses, donc on fait du soutien scolaire, on apprend de la musique, on joue au foot, on essaye parce qu'il joue mieux que nous, on fait du basket, je sais pas, et là il faut développer des champs, plein de champs possibles pour que l'enfant découvre où est-ce qu'il est capable et de quoi il est capable. Et une fois qu'il va découvrir qu'il est capable, il va pouvoir se projeter dans quelque chose. Vous savez, on est assez lié dans ce qu'on vit à Marseille à Bernadette de Lourdes. Bernadette de Lourdes, dans les apparitions, elle a des apparitions de la Sainte Vierge. On y croit, on n'y croit pas. C'est pas ça qui est important. Moi, j'y crois vachement. Hein. C'est très important, en fait. Elle dit, pendant ces apparitions, elle dit, c'est la première fois qu'on me parle comme à une personne. Elle dira d'une manière aussi, la Sainte Vierge me parlait comme une personne parle à une personne. D'un seul coup, toute la dignité de la personne qui se construit par le regard qui est posé sur moi.
ou sur l'enfant. Et si jamais j'ai une idée, c'est que j'ai une dignité, c'est que j'ai des capacités. Et bien ces capacités, il faut que je les mette au service. Ça sera la table d'après. Mais il y a cette promesse que fait la Sainte Vierge à Bernadette. J'ai besoin de toi pour quelque chose. L'évangile en est fait de ça. Il n'y a plus de pinard à Cana, c'est la catastrophe. Mais Jésus ne dit pas, ok, je vous fais... Non. Il commence pas à dire, quelqu'un peut m'aider là? Je voudrais qu'on remplisse les... Quelqu'un peut faire ça? J'ai besoin de toi. Va remplir les jarres d'eau. J'ai besoin de toi, Zachée, pour aller chez toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Il n'y a pas très longtemps, il y a un gars, il y a un jeune qui plutôt, lui habite dans la rue. 20 et quelques années. Un parcours, peut-être presque 30 ans. Un parcours extrêmement douloureux. Extrêmement douloureux. Je ne sais même pas si je peux raconter tellement c'est compliqué. En tout cas, avec des meurtres en famille, une mère en prison. Et du coup, en voulant à la société entière, en voulant à sa mère qui avait passé sa vie en prison, donc il en voulait à sa mère parce qu'il a bousillé son enfance, en voulant à la société qui avait fait que sa mère tue son père, en voulait à tout le monde. Personne ne m'aide, et j'en veux, et personne ne m'aide, et personne ne m'aide. Et à la fin, le jeune éducateur de chez nous qui était en face de lui, qui s'est pris 10 minutes de tout le monde est méchant, personne ne m'aide, il regarde et dit, et toi, est-ce que tu nous aides? La question que j'aurais jamais osé poser, c'est la seule qu'il fallait poser. Et le gars de la rue lui dit, je sais réparer l'électricité. Ah ben ça tombe bien. Chut. Et maintenant il vient tous les jours, il nous répare un truc, il plante un arbre, je sais pas, il fait quelque chose quoi. Il a trouvé une utilité, une promesse. C'est ça un patronage. Et puis c'est aussi un lieu profondément de joie. Je sais pas très bien où j'en suis dans le temps. C'est profondément un lieu de joie. C'est une des dimensions qui est extrêmement importante. Je crois que ça a été soulevé par plusieurs d'entre nous aujourd'hui. C'est que vous voyez bien que dans la difficulté du quotidien, il faut retrouver cette joie de la vie. Pas l'excitation, ça a été dit tout à l'heure, pas l'excitation, la joie profonde. La joie profonde parce que l'on est ce que l'on est et qu'on est appelé à quelque chose ou qu'on le découvre, on est bien, on a envie de faire du bien et de bien le faire le bien. Et ça rend profondément joyeux. Quand on développe le soutien scolaire, on veut redonner le goût de l'apprentissage, la joie d'apprendre, la joie d'un effort. C'est compliqué de faire un effort. Une fois, on était avec des jeunes faire du vélo. C'était en camp d'été, donc on avait 3-4 jours de vélo en Provence. Vous voyez, en Provence, l'été, le bon soleil, bon, c'est pas aussi chaud que chez vous. Mais il fait quand même chaud. Et puis on part en vélo le deuxième jour. Et je partais là, j'avais une traversée un peu compliquée à faire parce que j'avais aucun point d'eau et aucun arrêt possible. Et aucun contact voiture. Donc il fallait vraiment que je traverse mes 30 bornes en vélo, mes 25 bornes en vélo, avec mes 12 gamins là, sans s'arrêter. Et au milieu du trajet, au milieu en plus, il n'y a même pas de solution. Il y en a un qui s'arrête, il dit j'arrête de pédaler. Je dis non, c'est pas le moment là. Il est midi, ça tape, on va tous mourir de froid, de chaud, de soif. Non, tu pédales. Non, j'arrête de pédaler. Pourquoi? J'en peux plus. Mais tu sais pas faire un effort? Non. T'as jamais fait d'effort? Non. Si, un. Hier soir, tu m'as obligé à finir mon assiette de riz. C'était le deuxième effort de sa vie. La veille, il fallait finir son assiette de riz. Et là, il fallait finir. Jamais d'effort. Pas aucun goût de l'effort. C'est ça un patronage. C'est redonner ce goût de l'effort pour atteindre quelque chose que j'ai envie d'atteindre. Cette joie d'atteindre ce que j'ai envie d'atteindre. Le goût de l'apprentissage. Ils vont à l'école, ils ne savent pas pourquoi. Les professeurs se démènent, mais vous voyez bien qu'un professeur qui a devant lui 25 élèves qui parlent 20 langues différentes à la maison et appelle le français où ça se prononce différemment, ils ne s'entendent pas, ils s'entendent, on ne sait pas où on en est, c'est compliqué la tâche du professeur. Et quand on les a du coup en soutien scolaire, il faut leur donner le goût d'apprendre. Je me souviens une fois, il y avait un gamin qui travaillait avec sa leçon d'histoire, fin de primaire. Il y a une histoire, c'est trop nul. Et là, j'avais un jeune qui était là pour 2-3 mois, qui adorait l'histoire, qui voulait être prof d'histoire. Bon, il est devenu religieux, du coup, ça se passe pas trop mal. Mais... Et du coup, je dis, bah, tiens, va faire ta leçon d'histoire avec lui, là. Et là, le jeune, il s'est défoncé. Il a mimé, je sais pas ce que c'était qu'un passage d'histoire, mais tout juste, il n'était pas sur les tables avec son épée. Regarde, le gamin, il est ressorti, il avait tout compris, tout appris. Il dit, si tous mes cours d'histoire pouvaient être comme ça. C'est juste, j'avais pas pris un gros joint, c'est l'histoire. C'est redonner le goût d'apprendre. C'est tellement important. C'est tellement important. C'est ça un patronage. Redonner le goût des choses toutes simples de la vie. Et cette joie-là, fait toute la vie bascule. Un enfant joyeux, c'est un enfant qui change un contexte de vie. Il y a 2 choses qui m'impressionnent énormément dans les quartiers dans lesquels on vit, qui sont particulièrement dans ce quartier dont je vous parle, là, qui est le quartier de la Belle de Mai, 3e Marseillais. Je le trouve beaucoup plus lourd, beaucoup plus sans espérance. C'est dur une humanité sans espérance.
C'est triste, une humanité sans espérance. Et je cherche pourquoi, je ne comprends pas. Et il y a le poids d'une loi, sûrement, qu'on applique sans savoir pourquoi. Il y a cette incapacité à se projeter dans demain. C'est tellement dur ce qu'on vit aujourd'hui que finalement, on n'ose même pas penser que demain est possible. Et du coup, on a il y a des moments dans la journée où la rue est pleine d'hommes qui fument. Il ne passe rien. Du coup, je cherche. En fait, je me suis rendu compte, pour refaire vivre ces populations-là, ce quartier-là, il faut retrouver des esprits d'enfance. Il faut retrouver des enfants. Des enfants qui crient, qui chantent, qui jouent. Il n'y a pas longtemps, il y avait un petit gamin qui arrivait là et on propose un cours de musique. On a la chance de faire partie d'un projet qui s'appelle Demos avec un grand orchestre. On va jouer à la Philharmonie de Paris. Enfin, c'est fabuleux. Il y a 15 gamins qui répètent dans plusieurs endroits dans la ville. Et puis de temps en temps, on joue tous ensemble. C'est super. On en propose un petit gamin là, comme ça, CE2. Tu veux faire de la musique, le gamin, les yeux qui s'éclairent. Ouais, super. Son père, non, c'est interdit dans notre religion. Hop, il est parti le gamin. Pas d'ouverture à la vie, quoi. Pas d'esprit d'enfance. Il faut. Alors du coup, on a récupéré le gamin par derrière. C'est un peu compliqué. C'est la maman qui l'a ramené. Il faut aller voir le papa pour dire finalement il est là. Je sais pas comment ça va se passer. Mais l'enfant a envie de découvrir quelque chose. Son esprit d'enfant. C'est pas pour rien que le bon Dieu nous appelle à retrouver un esprit d'enfance. C'est parce que c'est joyeux, un esprit d'enfance. Et puis l'autre chose qui me travaille beaucoup, je ne suis pas encore arrivé à savoir comment faire, c'est la grâce d'être femme. On est dans un quartier où la femme, quand elle sort, soit elle a plein d'enfants autour d'elle et à ce moment-là, donc c'est la mère, quoi. Ce qui est beau, c'est beau une mère. mais c'est tout. Sinon, si elle traverse le quartier en jupe sans voile, elle se fait traiter de pute, quoi. Et en fait, une société d'hommes sans femmes, c'est lourd. Excusez-moi, messieurs, mais c'est vrai. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour aider à ce que la femme retrouve sa place? Alors, le bon Dieu est marrant parce que l'année dernière, il nous a envoyé, tous les ans, on a des jeunes qui viennent passer 1 an avec nous. J'avais cette question qui me travaillait. L'année dernière, on a commencé l'année avec 15 jeunes qui étaient venus nous aider. Il y avait 14 filles. Comme ça, j'ai compris. Enfin, envoyer des filles toutes seules dans ce quartier, c'est quand même, ça pose question quand même. Il fallait faire attention. Et puis surtout, quand elles se mettent en robe ou en jupe, elles se font insulter. Donc on peut pas. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait pour que la femme puisse être femme, puisse se donner toute sa grâce pour que l'équilibre de la société se fasse? Et ça aussi, c'est le rôle du patronage. Parce que la petite fille, il faut la faire permettre d'être fille. La jeune fille, il faut la permettre d'être jeune fille. On a emmené tout un groupe de filles. Il y a une association qui propose d'aller marcher 3-4 jours en montagne dans la neige. Et donc on a emmené, l'année dernière, 6 filles qui ont monté le projet, qui sont parties. Elles sont revenues, des filles bien plantées, qui ont fait un bien au quartier de fou après. C'est ça un patronage. C'est répandre la joie à partir de cette simple présence, de ce regard qui redonne la promesse du bonheur qui est accessible parce qu'il est entre tes mains. Et qui fait que, après, on peut envahir le quartier qui retrouve ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire vivre en vue du ciel. Alors vous allez rire, hein, parce que Émeric, avant, il m'a dit je suis vraiment pas doué pour ce genre d'exercice. Voilà, et si vous voulez, là, on va vous proposer un petit exercice. Il y a une mec à un micro. On va proposer 3 questions, une par intervenant. Donc, qui veut poser une question, par exemple, à Monseigneur ou au docteur ou Émeric? Voilà. Alors, vous dites pour qui vous pouvez poser la question. Après, il n'y aura plus que 2 choix. Moi, j'ai une question pour la Maison de Sainte-Bernadette. Est-ce que dans ce contexte difficile, vous faites face à des menaces parfois? Et comment vous les appréhendez? Alors, est-ce qu'on fait face à des menaces ou comment est-ce qu'on les appréhende? Il y a peut-être... Oui, il y a des menaces. Tu vois, moi, il y a tout ce début dans ce nouveau quartier là où on dérange un intégrisme et du coup, on a été vraiment surveillés. On a même été calomniés. Enfin, il y a un moment où il y a eu un incendie dans la maison dans laquelle on habitait et l'imam a répandu dans le quartier que c'était moi qui ai mis le feu. Avec des témoins à l'appui et tout, tu vois. J'étais même pas sur Marseille à ce moment-là, ce qui m'a sauvé, mais... du coup, tous les gamins qu'on accompagnait depuis 1 an, on les a vus se barrer en courant. Enfin, voilà. Là, on peut pas faire grand-chose, à part être pleinement ce que l'on est, avec la confiance du temps.
On a eu la même chose sur la première maison, la maison Bernadette, où il y avait c'était construit vraiment des familles du quartier, et puis il y a une mosquée intégriste qui s'était installée un peu plus loin, et elle a retourné quelques familles, donc ils sont venus désinscrire leurs enfants, alors que ça faisait 5 ans qu'on construisait la maison ensemble, en disant non, ici, de toute façon, vous voulez retourner les enfants contre vous. À ce sujet-là, il faut que je fasse vite, c'est ça? Non, parce que j'ai quand même une petite histoire assez marrante. Je disais, mais je comprends pas. J'ai raconté une maman du quartier, une musulmane du quartier. Je disais, mais je comprends pas pourquoi est-ce que telle famille qu'on connaît depuis si longtemps pense ça de nous. Et elle me dit, non, regarde, moi je te confie mon fils depuis 5 ans, il est resté normal. Bon, ok, je le prends bien. Ça, on peut pas faire grand-chose à part avoir la certitude du temps qui gagne sur l'idéologie qui enferme. À la maison Bernadette, on était sous les fenêtres des gamins qui, du coup, on voyait les gamins qui n'avaient plus le droit de venir à la maison, accrochés au barreau de la fenêtre et nous regarder, quoi. Et il y a un moment, au bout de quelques mois, ils sont descendus. Alors les parents ne le savaient pas, donc il fallait quand même. Enfin, moi, après, j'ai tout le travail avec les parents, quoi. C'est pareil, là, sur le quartier du 3e arrondissement. Maintenant, ça prend, quoi. Enfin, il y a la vérité du geste qui prime sur l'idéologie qui enferme. Voilà. Après, on peut avoir des menaces plus violentes. Moi, j'en ai eu 2 ou 3 dans mon existence. Moi, là, je crois dans la protection du bon Dieu. Alors, ça veut pas dire que je suis imprudent. Il y a des risques dangereux et des risques que l'on peut prendre. Je ne prends pas de risques dangereux. Les jeunes ont leur demande de rentrer pas trop tard le soir. Ils sont toujours pas 2 ou 3 dans le quartier. Enfin, il faut faire attention. Les 2 ou 3 fois où, de fait, il y a eu des vraies menaces, j'étais un peu chaud. Moi, j'étais sûr de la présence de Dieu, quoi. Notamment une fois, je me suis retrouvé avec... On était 2. À l'époque, c'était encore Brésil. C'était encore avant. On était 2 et je me suis retrouvé avec un mec qui juste m'a pointé son flingue sur la tête, tu vois. Donc c'était de fait un peu chaud quand même. T'es là, t'es avec un pistolet sur les yeux, t'es là, ouh, je n'avais pas signé pour ça. Et vraiment, le mec était prêt à me tirer dessus. Et j'étais avec une des filles du projet qui a voulu commencer à dire son « Je vous salue Marie ». C'était n'importe quoi. « Je vous salue Marie, la terre sur le ciel, pleine de grâce ». J'ai dit « Putain, prie normalement. Tu pries normalement, s'il te plaît. » Mais voilà, puis le mec s'est arrêté. Voilà, mais tu vois, il n'y a pas à part de ne pas prendre de risques inutiles. Voilà. Merci beaucoup, Emery. Est-ce que donc des questions? Jacques Perlebeuf, Monseigneur, vous nous avez parlé de votre effort pour le développement de votre éparchie. Vous avez parlé de l'aide de Follerault. Est-ce que, sur le plan religieux, votre travail, votre ministère est plus difficile maintenant, après les 2 révolutions qu'il y a eu en Égypte, et avec, vu de l'Occident, une radicalisation de certains musulmans, et d'un autre, un régime peut-être plus favorable aux Coptes? Le travail est devenu plus facile maintenant qu'auparavant, parce que l'atmosphère le permet, l'atmosphère politique avec le président actuel. Les frères musulmans ne sont restés chez nous qu'une année seulement au pouvoir. C'était un moment très difficile, c'est vrai, mais notre travail est très apprécié par les autorités, même par les extrémistes. Il y a pas mal d'extrémistes qui envoient leurs enfants chez nous, à nos écoles, parce qu'ils savent très bien comment on enseigne, comment on fait l'éducation. Ils ont beaucoup de confiance, c'est-à-dire l'idéologie est une chose, mais leurs intérêts personnels, c'est une autre chose. Et comme notre travail de promotion humaine, de développement est ouvert à tout le monde sans distinction, vraiment, nous ne trouvons pas de difficultés. Au contraire, nous trouvons l'encouragement des autorités. Merci, Monseigneur. Une autre question? Ça sera la dernière. Docteur Baroghi, vous avez fait voir que la courbe concernant les malades de Buruli plongeait, que vous avez beaucoup plus de malades souffrant d'autres dermatoses. Est-ce à dire que dans votre centre, vous allez bientôt soigner peut-être plus de malades souffrant d'autres dermatoses que de cas d'ulcères de Buruli? Oui. Aujourd'hui, comme le montrent les graphiques que j'ai projetés, nous soignons plus d'autres maladies de peau que l'ulcère de Buruli.
Mais en fait, là-dedans, vous avez les autres maladies tropicales négligées. J'ai montré les images de filariose lymphatique, il y a les cas de mycétome, tout ça qui sont dans les autres cas d'ulcère de Buruli. Le centre étant initialement créé pour la prise en charge de l'ulcère de Buruli, tout ce qui est plaie vient vers nous. Donc aujourd'hui, nous traitons plus les autres cas que l'ulcère de Buruli. Mais ça a un avantage. Premièrement, nous sommes sûrs que la diminution du nombre de cas d'ulcère de Buruli, cette diminution est effective. Ce n'est pas une sous-notification. C'est en traitant beaucoup de maladies de peau et d'autres ulcères. Là-dedans, nous trions les cas authentiques d'ulcère de Buruli que nous traitons. Donc, nous avons la preuve que les chiffres que nous avons présentés sont les chiffres authentiques d'ulcère de Buruli. Ce n'est pas lié à une sous-notification parce que le personnel ne travaille pas. Mais aussi, ça a l'avantage de prendre en charge les autres maladies tropicales négligées et les autres dermatoses. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Et ça nous met à l'aise, nous, agents de santé, parce que quand vous allez en communauté, où vous faites un dépistage, vous avez peut-être 500 patients qui viennent et que vous avez à peine 10 malades d'ulcère de Buruli, qu'allons-nous faire des 450 qui restent? Les 450 sont effectivement pris en charge grâce aux actions de la Fondation et ça permet de lutter contre l'exclusion. Parce qu'eux aussi, ils ont des plaies qui sentent et ils ont peur de se présenter dans la communauté. Là-dedans, nous avons les anciens cas de malades de lèpre qui étaient cachés dans la communauté. Et quand ils viennent, nous leur enseignons comment faire les auto-soins. Donc ça permet de soigner au-delà de l'ulcère de Buruli, la prise en charge des autres maladies tropicales négligées dans les anciens cas de lèpre, par exemple. Merci beaucoup. Je vous propose... pendant que Monseigneur Kyrillos, le docteur Barogui et Émeric vont repartir, de les applaudir au nom des milliers de personnes qui sont engagées dans les projets soutenus par la Fondation. Et nous accueillons notre président du conseil de surveillance. Sous vos applaudissements aussi. Hein. Je pense que malheureusement, ce n'est pas la peine de m'applaudir parce que je viens faire le discours de clôture qui, malheureusement, va, comme on l'a dit, clore cette journée, en tout cas toutes les conférences qu'on a eues et qui sont extraordinaires. Stewart Cole est retenu à Yaoundé. En organisant à Paris cette nouvelle formule de congrès, où pour la première fois on associe les bénévoles engagés, les salariés, les donateurs et tous ceux qui pourraient s'intéresser à nos actions, nous savions que c'était un pari difficile à tenir. Le temps imparti à chaque intervenant est toujours trop court. Et on a malheureusement un cerbère redoutable. On aimerait en savoir toujours plus, surtout sur l'ensemble des actions menées par la Fondation, et particulièrement sur les actions en faveur des plus exclus, je veux dire les lépreux. Mais ça, c'est ma formation. Ce pari était risqué, car en ces temps un peu anxiogènes, surtout aujourd'hui, il est plus facile de s'apitoyer sur le monde que de s'engager pour apporter ses forces et son cœur pour le rendre meilleur. Ce pari a été tenu ici, à l'école militaire, par la richesse des interventions et des présentations. Ce sont des ouvertures de chemin dans des impasses. Dans les impasses qui sont nombreuses, les nombreuses situations que nous vivons et tentons de résoudre avec l'aide de nos partenaires. Pari ambitieux, pari risqué, pari tenu. Ce n'est pas le général de Gaulle qui parle. Mais à la suite de Raoul Follereau, nous sommes tournés vers l'avenir au service des autres à aimer. Chacun ici doit repartir en accentuant sa volonté de s'engager au service des autres dans l'amour et l'action. Aimer agir, voire aimer servir, doit être notre devise. Raoul Follereau nous envoie. Alors,
Demain. Demain, c'est vous. Voilà. Je prends encore juste une seconde la parole pour vous rappeler que demain, Monseigneur Kyrillos célébrera la messe à 11h à Notre-Dame de la Salette, au 29 rue de Dantzig. Je vous remercie. Bonne soirée, belle soirée et à très bientôt. Il y a... Un, deux, voilà. Je vais vous retenir encore quelques instants parce qu'il y a des petites instructions. Déjà, merci à vous, Pierre-Yves, notre président du conseil de surveillance. Que de merci à donner. Eh bien, d'abord, merci aux responsables de l'école militaire qui ont permis de nous accueillir dans de belles conditions. Merci au personnel présent sur place qui a permis que tout se déroule au mieux. Merci aux intervenants à qui nous ont fait confiance, qui se sont engagés à nos côtés. Merci en particulier à Fabrice Adjadj pour sa brillante intervention. Merci aux invités de la table ronde qui ont accepté de partager leur histoire, de confronter leur vision dans un échange riche et pertinent. Merci aussi à Antoine Bélier, qui au nom de RCF aura permis que ce temps soit dynamique. La joie se partage. Merci à nos chers partenaires terrain, qui pour certains sont venus de très loin et qui ont à cœur de partager leurs expériences, leurs projets en vue de toujours aider les autres à vivre. Merci à tous ceux qui ont assuré l'organisation de cette folle journée, un travail de longue haleine, vous pouvez me croire, fédérateur, et nous espérons qu'il aura plu au plus grand nombre. Un merci tout particulier à Camille Slendak, qui nous a accompagnés bénévolement pendant toute la préparation de la folle journée. Merci aussi pour ces pochettes qui nous sont venues de Bamako, confectionnées par les jeunes futures couturières du centre Vicente Maria. Merci à vous présents à cette folle journée, donateurs, bénévoles et amis anciens, et nous espérons nouveaux, de la Fondation. Merci à tous ceux qui fidèlement apportent leur temps ou leur soutien aux projets portés par la Fondation. Raoul Follereau disait « Aimer, ce n'est pas donner, mais partager ». Chers amis, le partage est essentiel. D'ailleurs, avec les quelques projets qui vous ont été présentés, si vous le désirez, vous pouvez dès ce soir partager vos moyens pour aimer davantage. Merci. Vous voyez, il y a Martial et Nicolas qui sont par là. Donc, n'hésitez pas à les rencontrer pour effectuer éventuellement un don. Et pour vous dire merci, parce que, eh bien, vous pourrez repartir avec une petite boîte. À l'intérieur de la boîte, vous trouverez quelques grains de blé avec un mode d'emploi. Il s'agit du blé de la tradition, du blé de l'espérance. Ça nous vient de Provence comme tradition. Un beau pays, n'est-ce pas? Tradition qui est reprise par les bénévoles du Var chaque année et qui, nous voudrions, aimer, n'est-ce pas, que ça soit répandu partout en France et au-delà. Maintenant, avec un badge qui a un petit point noir, certains ont un petit point noir, alors ce n'est pas qu'ils sont fichés, mais c'est parce que vous vous êtes inscrits au cocktail dînatoire. Donc, nous allons poursuivre, et vous allez pouvoir rencontrer aussi les partenaires et les intervenants de cette folle soirée qui va se poursuivre à côté. Alors, n'oubliez pas vos affaires, ça c'est très important. Certains d'entre vous vont repartir maintenant. Je vous adresse au nom de la Fondation un merci chaleureux et on espère vous revoir très bientôt. J'appelle maintenant toute l'équipe d'organisation, j'ai bien dit toute l'équipe d'organisation, pour finir avec le sourire. Vous avez entendu une petite musique toute la journée. Eh bien, on va finir avec le sourire et avec des paroles qui sont inspirées d'un poème de Raoul Follereau. Merci à vous de tous venir, y compris Odile, qui ne va pas m'en vouloir, j'espère. Un peu plus fort la virgule musicale, la musique plus fort.
va mettre encore la musique plus fort, la musique plus fort. C'est pas grave. Allez, on y va, on reprend. C'était gratuit, moi j'avais le sourire, nuit et jour pour combattre l'amour. C'était donné pour le bonheur, la joie de vivre. Bon, allez tout de suite, là. On est en retard sur la musique là. Allez, on vous invite à vous mettre debout. Vous êtes aussi invités à avoir le sourire. Plus fort la musique, plus fort la musique.